Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Real Madrid face au Barça, de l'humiliation, je veux dire, du Real face au Barça, parce que ce soir, le Real a marché littéralement sur le Barça. Alors, je vais commencer par parler du Real Madrid avant de m'attaquer au Barça, parce que j'ai des choses assez salées à dire. Donc déjà, félicitations au Real Madrid, gros match, masterclass, leur match, ça aurait pu être 5-0 en vrai, ça aurait pu être 6-1 parce que le Real a eu en plus des occasions, des situations de marquer beaucoup plus. Ils ont beaucoup mieux joué que le Barça. Ils n'ont même pas forcé, j'ai l'impression. Le Real Madrid ce soir, s'il voulait réellement ce match, il se termine avec un score encore plus élevé. Donc moi, en vrai, j'aurais été supporter du Real ce soir, je serais certes content parce que la victoire, elle est là, parce que l'humiliation, elle est là. Par contre, j'aurais eu ce petit quelque chose, ce petit dégoût de me dire, ouais, eux, quand ils ont l'occasion, ils nous mettent 5, voire 6-2 lorsqu'ils le peuvent. Nous, à 3 buts d'écart, on lève le pied, ou même à 2 buts d'écart, on lève le pied parce que le Real s'est quand même fait peur. Moi, je trouve, c'est pas le Barça qui a essayé de revenir dans le match en levant un peu. Non, c'est le Real. Après le 2-0, qui ont commencé à jouer bas, à laisser le ballon au Barça, et essayer de jouer de plus en plus en contre. Moi, je pense que c'est la seule raison pour laquelle le Barça a existé dans ce match. C'est juste parce que le Real l'a voulu. C'est comme ça que je le vois. Donc là, c'est quand même symptomatique de quelque chose côté Barça, mais ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vais d'abord finir avec le Real Madrid. Vinicius, match XXL, son match référence pour moi face au Barça. La finition, le sang-froid devant le gardien, élimination, le péno. Araujo aussi, j'en parlais tout à l'heure, match catastrophique, j'en parlais tout à l'heure lorsque je vais parler du Barça, mais franchement, Vinicius ce soir, intenable. À chaque fois que le ballon allait dans les pieds de Vinicius, j'étais stressé. Mais vous savez quoi? Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dès le départ par rapport à Vinicius, par rapport à Lamine Yamal lorsqu'il est rentré. Je vais faire le parallèle, vous allez comprendre ce que je veux dire. À chaque fois que Lamine Yamal, lorsqu'il est rentré, qu'il touchait le ballon, il y avait Ferland Mendy et tout de suite une autre personne qui venait sur lui. Pourquoi? Pas parce que Lamine Yamal est extrêmement fort, parce qu'il a un profil de dribbleur, d'un joueur déséquilibrant. Alors que de l'autre côté, le Barça, tu as Vinicius qui t'a mis un triplé, et même après ce triplé, tu laisses Vinicius un contre un comme ça, avec Araujo, en mode, ouais, Araujo va le gérer parce qu'il l'a géré lors des classicos précédents. Ça marche pas comme ça, le foot. Au bout d'un moment, tu vois qu'Araujo, déjà, il est pas dans un match. Tu laisses Vinicius arriver en pleine confiance dans les situations de un contre un. C'est incompréhensible. Vinicius aujourd'hui, c'est plus un joueur lambda comme il y a 3, 4, 5 ans lorsqu'il ratait tout devant. Vinicius, c'est un joueur qui a totalement changé. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On peut se le dire. Objectivement, on peut se le dire. On soit supporter du Barça ou n'importe quel autre supporter de club, Vinicius, c'est l'un des meilleurs. Donc tu ne peux pas, c'est une faute professionnelle de laisser Vinicius avoir autant d'espace dans le 1 contre 1. C'est l'un des meilleurs, c'est le meilleur dribbleur au monde. De le laisser avoir autant d'aise, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te punit. Donc il a puni le Barça encore. Rodrigo aussi, qui fait un match incroyable, un but, une passe décisive. Il fait toujours, j'ai l'impression qu'il fait toujours les bons choix avec le ballon. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur rapide. En fait, le Real, ils ont des joueurs rapides et le Barça a commis l'erreur de laisser une ligne défensive. Il joue limite au milieu de terrain. C'est quoi ça? Comment tu prépares un match comme ça? Du coup, le Real, ils se sont régalés parce que le Barça défend comme une équipe de Détroit. Tu essayes, soit tu laisses le piège du hors-jeu, ou alors tu vas à la course pour essayer de stopper les joueurs. Tu joues pas un entre-deux avec des joueurs de ce calibre-là, de cette vitesse-là, de ces compétences-là. C'est une faute professionnelle du côté du Barça. Mais encore une fois, je parlerai du Barça tout à l'heure, mais le mérite revient, faut le dire, au Real Madrid. Et pourquoi je disais que le Real, la preuve, le Real a levé le pied volontairement après le 2-0, parce que, encore une fois, ce n'est pas le Barça qui a haussé son niveau de jeu. Regardez, après le 2-0, est-ce que le Barça touche le ballon? Après le 2-1, pardon. Est-ce que le Barça touche le ballon avant le péno? Non. Je pense qu'il s'écoule 6 ou 7 minutes. Le Barça ne touche pas le ballon une seule fois. Après le 2-1. Normalement, après un 2-1, tu es galvanisé. Tu as de nouveau la hype pour aller mettre encore plus la pression pour mettre le 2-2.
Mais non, après le 2-1, le Barça, il ne touche plus le ballon. Ça y est, le Real reprend de nouveau le contrôle jusqu'au péno. Donc voilà, moi je pense que c'était un match totalement maîtrisé par le Real. Et le rouge, c'était la cerise sur le gâteau. Là, c'est la preuve que le Barça ne maîtrisait rien en fait. Bellingham a fait son match. Mais en fait, vous voyez le Real en début de saison. À chaque fois, Bellingham, il était là comme le sauveur, celui qui marquait tout le temps. Je vais vous expliquer là avant, ça va permettre justement de faire la transition entre le Real et le Barça. Le Real, lorsque Bellingham arrive, il y a Benzema qui part. Donc, il va falloir se réadapter tactiquement, de l'insérer dans cette sorte de trio. Et ça a pris du temps. On voyait que malgré le fait que ça prenne du temps au début, c'était pas si huilé que ça. Du coup, le joueur différentiel à ce moment-là, lorsque le Real se cherchait entre guillemets, c'était Bellingham. C'est lui qui faisait gagner les matchs. C'est lui qui marquait encore et encore et encore. Ça pouvait pas continuer. On savait de toute façon que Bellingham, c'est pas un mec qui va te planter 40 buts durant une saison. Par contre, au début, lorsque Vinicius et Rodrigo, parce qu'il faut le dire, Vinicius et Rodrigo, c'est Bellingham qui les portait. C'était pas eux qui faisaient la différence. L'un était blessé, il revenait, l'autre était inconstant. Voilà, c'était Bellingham qui les portait. Maintenant que, voilà, les deux sont au niveau, Bellingham, il n'a plus besoin de mettre des doublés ou des buts à chaque fois pour sauver le Real Madrid, parce que il y a un collectif, parce que il y a d'autres joueurs qui prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, du coup, Bellingham, il fait le rôle d'un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il est là, il n'a pas besoin de faire des appels dans la surface comme un neuf. Oui, il en fait de temps en temps, mais il fluidifie le jeu, il participe à la création des occasions, il récupère des ballons, il défend. Voilà, c'est aujourd'hui, tu vois une évolution entre l'arrivée de Bellingham, le début de saison dans le style de jeu, je veux dire, du Real, et aujourd'hui l'utilisation de Bellingham, qui est un joueur, on va dire, un peu plus complet par rapport au collectif, je veux dire. Maintenant au Barça, je vous pose la question. Lorsqu'on fait le parallèle, est-ce que cette évolution-là qu'on a vue du côté du Real Madrid, niveau intégration de Bellingham et tout, est-ce que vous la voyez au Barça? C'est quoi cette évolution-là côté Barça depuis le début de saison? Elle n'existe pas. C'est de mal en pire. Je vais même pas vous dire que, voilà, c'est constant, la médiocrité. Non, ça se dégrade à chaque fois. C'est à chaque fois, tu te dis, c'est normalement, tu es censé voir après de nombreuses semaines, de nombreux mois des joueurs jouer ensemble, que quelque chose se crée, qu'une animation se crée, qu'un système collectif tactique se crée. Il n'y a rien dans cette équipe. Le pressing est toujours désorganisé, mais c'est les mêmes problèmes qu'on voit depuis le début de saison. Maintenant, c'est encore pire. Et donc, pour moi, Xavi doit partir après une humiliation pareille. Pour moi, ça y est, là. Il doit partir. Rien dans cette équipe. Le pressing est toujours autant désorganisé. J'ai l'impression que ça aussi, c'est pire de match en match, pardon. De l'autre côté, l'animation offensive toujours inexistante. Collectivement, c'est nul, c'est faible, le rythme est lent. T'as l'impression qu'il n'y a pas de coach, en fait, que le Barça navigue à vue. T'as l'impression que, voilà, ils improvisent, ils travaillent rien à l'entraînement. Tu regardes le Real Madrid, ne serait-ce que dans leur façon d'utiliser le ballon dans les sorties de balles, dans le jeu en transition, ils savaient qu'on essaierait de jouer haut. Avec leur style de jeu, c'est suicidaire. Ils l'ont exploité, tout simplement. Ancelotti, il a bouffé Xavi ce soir. Il connaît nos faiblesses. Du coup, il les a exploitées, tout simplement. Donc, Xavi, pour moi, il doit partir. Laporta, il a dit quoi lorsqu'il est arrivé? Lorsqu'il arrivait comme président, il dit tout simplement « Perdre aura des conséquences ». Moi, je veux bien laisser du temps à Xavi. J'en ai laissé du temps à Xavi. Vous me connaissez, il y a même des gens qui pensaient que j'étais pro Xavi parce que, voilà, je ne disais pas le Xavi out dès la première fois qu'il est arrivé parce qu'il n'a pas d'expérience. Non, moi, je voulais lui laisser du temps à Xavi parce que j'estimais que, au bout d'un moment, l'expérience, ça s'acquiert aussi en pratiquant une chose. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de plus de 2 ans maintenant que Xavi est là, tu vois qu'il n'apprend toujours pas de ses erreurs. Je suis désolé, il doit partir. Parce que qu'est-ce qui explique encore aujourd'hui qu'un mec comme Joao Félix, après la rentrée qu'il vient de faire lors du match précédent, qu'est-ce qui explique qu'il débute sur le banc? Qu'est-ce qui explique cela? C'est Xavi, il arrive avec une composition de nouveau, avec 4 milieux de terrain. Pourquoi, en fait? Tu l'as plus travaillé, cette animation-là, avec des joueurs en plus différents. Gavi n'est pas là. Tu n'as plus de 6. Je veux dire, qu'est-ce qui explique de remettre 4 milieux de terrain avec un Sergio Roberto? Tu sais que c'est pas lui qui va t'apporter cette créativité-là. C'est un milieu box-to-box. Tu préfères Sergio Roberto à Joao Félix à gauche. Et encore, Ferran Torres à droite, je peux comprendre parce que tu veux pas lancer Lamine Yamal parce que il a 16 ans, la pression, il doit pas prendre cette pression-là, je peux comprendre. Ferran Torres à droite.
Mais Joao Félix débutait sur le banc. Et en parlant justement de méritocratie, Joao Félix, après son entrée lors du match précédent, s'il méritait de débuter sur le banc ce soir, je veux dire, c'est ton seul joueur. Tu sais qu'il a du talent. En vrai, il a du talent, Joao Félix, mais c'est juste la motivation son problème. Il te sort un gros match. Si Joao Félix ne se motive pas lui-même pour un classico, quand est-ce qu'il se motive? Du coup, tu le laisses sur le banc comme ça. Tu préfères Roberto. Moi, je vous l'avais dit ici, Roberto, si jamais il doit rester par exemple au Barça, c'est uniquement pour un rôle de joueur de rotation, c'est-à-dire dans les petits matchs, pas dans des matchs importants comme ça où tu préfères mettre un joueur comme Joao Félix sur le banc pour lui. À ce moment-là, et lui et Xavi, ils doivent partir. Je suis désolé, c'est quoi ça? Ça fait combien de temps qu'on se coltine les mêmes problèmes? Moi, Sergio Roberto, j'ai aucune animosité envers lui, mais je suis désolé aujourd'hui, en 2024, qu'on arrive encore à choisir Roberto comme titulaire dans un match important alors que t'as un mec comme Joao Félix sur le banc. C'est plus possible en fait. C'est plus possible. J'ai l'impression qu'on vit les mêmes problèmes depuis 20 ans. Donc Xavi, pour moi, doit partir et qu'il parte avec Roberto. Araujo aussi, match cataclysmique. Voilà, cataclysmique. Araujo, un péno provoqué comme ça, il tire, et puis une faute assez stupide pour laisser ses partenaires à 10. Voilà, un match, voilà, c'est un peu dans la lignée de ces matchs où ça n'allait pas contre Girona, je crois, ou contre Almeria. Voilà, il est pas du tout serein cette saison. Il fait beaucoup plus d'erreurs que d'habitude. Je l'ai dit la dernière fois, à chaque fois que lui, il fait une erreur ou qu'il se fait éliminer, ben, ça se voit tout de suite. Parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Araujo nous a pas habitués à des matchs pareils. Il nous a pas habitués à ça. Supplément rouge comme ça, une faute inutile, proche du milieu comme ça. Waouh. Bref, vous allez me dire, ouais, Massiane, tu dis Xavi out, mais qui a sa place? Il n'y a pas de coach disponible sur le marché. En fait, moi, je pars du principe selon lequel que tu prennes aujourd'hui un coach comme Marquez qui fait, à mon sens, un boulot assez intéressant avec le Barça Athletic, tu le mets à la place de Xavi jusqu'en fin de saison, mais au moins tu essaies quelque chose de nouveau. Parce que une chose est sûre, c'est qu'avec Xavi, tu fonces droit dans le mur. Là, on est installé dans notre train, on sait qu'on fonce droit dans le mur. Parce que si ça compte la Super Coupe, c'est mort. La Liga, sauf miracle. Et encore, moi je vous l'avais déjà dit, hein, la Liga pour moi c'est mort. Tu rattrapes pas le Real avec un niveau de jeu pareil depuis le début de la saison. Et la Ligue des Champions, on le sait tous les amis. Là, on continue comme ça, on va juste se faire humilier, même si par miracle on passe Naples parce que eux aussi ils sont au fond du trou, on va se faire humilier en Ligue des Champions. Si on continue avec Xavi dans ce sens-là, là. Donc il faut faire bouger les choses maintenant. Ça te donne un peu de temps en plus pour préparer le match contre Naples avec Marquez. Et dans le pire des cas, en fin de saison, tu décideras, si jamais Marquez fait beaucoup mieux, on sait jamais, des histoires comme ça peut arriver. Parce que moi, le truc c'est que Xavi, j'en peux plus en fait. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant si on doit, je dirais même pas en fait sauver la saison, mais plus peut-être même pour préparer la saison prochaine. C'est-à-dire que, supposons que Marquez arrive, que ça ne se passe pas bien jusqu'en fin de saison, durant l'été, tu pourras te poser pour chercher un coach de haut calibre, de haut standing, avec de l'expérience, pour venir durant l'été. Mais là, avec Xavi, on fonce droit dans le mur. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut réagir, tout simplement. Donc perdre aura des conséquences. La balle est en ton camp, monsieur Johan Laporta. Donc voilà les amis, prenez tous soin de vous et à très vite.